Aujourd'hui, Around the Goal reçoit José Riga. L'ancien entraîneur du Standard de Liège est avec nous pour évoquer une thématique qu'il connaît parfaitement, le travail d'entraîneur. Alors, c'est quoi être un entraîneur de foot? Quel est le quotidien d'un coach? Les aspects mentaux sont-ils importants? Notre invité nous dévoile toutes ces réponses dès maintenant. José Riga, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu oui à l'invitation. Avec plaisir. Ouais, écoute, on est ici pour traiter d'une thématique bien spéciale que tu connais très bien puisque tu es entraîneur de football. C'est qu'est-ce qu'un entraîneur de football aujourd'hui? Alors pour commencer, j'ai envie que tu me donnes 3 qualités d'un bon entraîneur de football. La passion, il faut ça pour bien faire les choses. Je pense être à l'écoute, parce que être à l'écoute et pouvoir, je dirais, à la fois avoir une vue un peu sur ce qu'est le foot et ce qu'est le monde. Et puis, je crois beaucoup dans le travail. Ce n'est pas une qualité propre, mais je crois beaucoup sur le fait que, voilà, il faut de l'investissement, il faut être persévérant et surtout savoir finalement ce qu'on veut, comment on voit le foot, c'est-à-dire avoir sa propre philosophie. Donc voilà, quand on parvient à cumuler le tout, et un pouvoir d'adaptation aussi, il faut finalement beaucoup de qualité. C'est vrai. En fonction des différents contextes, que ce soit dû au pays, que ce soit dû aux circonstances, je pense que voilà, il faut un peu tout ça et être aussi pédagogue. Et se remettre en question quand on est entraîneur de football, c'est indispensable? Et si oui, pourquoi? Mais je pense tout simplement parce que c'est le profil même d'une compétition, c'est le caractère d'une compétition. On connaît des échecs et on connaît des réussites. Ça peut varier évidemment en fonction de l'entraîneur, plus de réussites, plus d'échecs, mais enfin peu importe. Et donc moi je dis toujours que je ne travaille jamais autant que quand je connais l'échec, que ce soit sur un match, que ce soit sur plusieurs matchs ou que ce soit malheureusement sur une saison, parce qu'à ce moment-là je cherche vraiment les raisons et là je veux dire l'investissement est encore beaucoup plus important. Mais je dis encore une fois, je pense que c'est un métier très, très possessif et la remise en question elle est permanente parce que le football change, parce qu'on parle aussi de gestion d'êtres humains et même si dans un vestiaire on a l'habitude de dire qu'on retrouve un peu les mêmes profils partout où on passe, parce qu'il y a toujours un peu l'individualiste, il y a le collectif qui l'est parfois trop, il y a le soucieux, il y a plusieurs profils qu'on retrouve, il y a le travailleur, mais ils sont tous différents finalement, parce qu'on parle ici non pas de matériel, mais d'être humain. Et donc, par le profil même de l'être humain, je pense qu'il faut une remise en question permanente, il faut chercher. Et le dernier point, c'est parce que simplement le foot évolue. Et donc, on a été tous aspirés par quelqu'un, par un entraîneur, par une manière de jouer. Seuls quelques rares, comme Johan Cruyff, ont eu leur propre inspiration et ont drainé d'autres dans son sillage. Mais majoritairement, pour tous les métiers du monde, mais certainement pour celui d'entraîneur, on est tous aspirés par quelque chose et en fonction des circonstances, comme tu dis très bien, la remise en question doit être permanente. Voilà. Pas quand il y a l'échec, en prévention de l'échec. Johan Cruyff, c'est vraiment une inspiration pour toi au quotidien quand tu dois préparer tes entraînements, quand tu dois motiver tes joueurs lors des matchs? C'est peut-être dû aussi au fait que forcément j'étais plus proche de cette génération-là, vu mon âge, mais pour moi, en fait, Johan Cruyff reste le meilleur joueur. Mais pas seulement en termes de qualité technique, c'est pour ce qu'il a apporté au football. Pour moi, personnellement, il a changé ma vision du foot. Et il a fait plus qu'être un joueur de foot. Je pense qu'il a imposé des choses, il a créé des choses, le mouvement total d'une équipe. Il n'était pas le seul à le faire, évidemment, avec l'équipe de l'Ajax et l'équipe de la Hollande, mais vraiment, il a été précurseur. Et pour moi, c'est en tous les cas source d'inspiration. Bien sûr qu'il y a d'autres grands joueurs à côté de ça, il y en a eu beaucoup, Iniesta, enfin. Mais ce joueur, pour moi, comme je le dis, il a marqué un tournant dans le football. Et je pense qu'en fait, ces idées ont été appliquées de manière un peu différente, mais on a vu son influence sur le Barça. Et je pense qu'encore aujourd'hui,
il a encore de l'influence sur le jeu. Il a eu de l'influence en tant que joueur, et il a eu de l'influence en tant qu'entraîneur. Et comme je parlais d'inspiration, il a inspiré beaucoup de gens, et pour moi dans le bon sens. Et c'est qui le joueur à toi qui t'inspire le plus? Que ce soit sur le terrain, quand tu dois faire jouer, quelle est on va dire, la position, le joueur sur un terrain qui va vraiment t'inspirer? Là, je ne parlerai pas d'inspiration, je dirais que bon, moi, ce que je regarde d'abord, je vais plutôt parler comme ça chez un joueur. Si à un moment donné, je regarde un match, je vais d'abord, évidemment, en tant qu'entraîneur, avoir une vue tout à fait différente que quand je n'étais pas encore entraîneur, puisque on regarde les paramètres tactiques, on regarde un peu comment... Mais ce que j'attends toujours d'un match ou d'un joueur, si je devais faire, par exemple, de la détection, c'est qu'il me surprenne. Alors, surprendre dans quoi? Par une idée, parce qu'on peut toujours prévoir un peu ce qu'il va faire, mais par une idée, par une trouvaille, par un geste technique, voilà, par un repositionnement intelligent, mais quelqu'un qui... Ah, là, il a compris beaucoup de choses. Après, bien, forcément, visionner quelqu'un, regarder quelqu'un, être inspiré par quelqu'un, eh bien, ça peut receler beaucoup de choses. Aujourd'hui, malheureusement, on est, pas malheureusement, mais les médias en général et les gens en général sont toujours attirés par ceux qui sortent quelques gris-gris, les dribbles, les actions techniques individuelles. Mais en tant que coach, personnellement, il y a d'autres sources d'inspiration. L'efficacité? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je parlais d'Iniesta. Pourquoi? Parce que lui, il sait faire les deux. Il sait être très productif dans ses choix. Il garde la maîtrise technique pour l'utiliser à bon escient. Voilà, il est formidable dans sa conception du jeu, dans ses actions individuelles. Il est collectif, il est patron sans l'aide vraiment. Il l'est plus par le jeu que par la voix ou par le comportement. Donc voilà, ça c'est un bel exemple. Il n'y a pas que lui, on est gâté aussi en Belgique avec notre génération. Donc voilà, je dirais bien, mais je répète, tout est toujours source d'inspiration. Quand il y a eu le numéro 10 comme Platini, etc., eh bien forcément, il y a une génération de numéro 10 qui se crée. Après, on s'aperçoit que les numéro 10, bien, ils sont dans la densité du jeu, au milieu. Et donc là, ils ont moins d'espace pour s'exprimer. Alors on les a déplacés sur les côtés. Alors on trouve les fameux joueurs excentrés. Même les faiseurs de jeu de l'époque, comme Lampard, comme Gérrard, ils ont dû aussi trouver un positionnement, parce qu'encore une fois, ils ne trouvaient plus la liberté nécessaire. Donc, je dis toujours, il y a toujours plusieurs sources d'inspiration. Et moi, voilà, j'ai aussi ma conception du jeu, que je garde depuis mes débuts. Voilà, j'aime le jeu. Et les ressentis qu'on peut avoir quand on vit un match de l'extérieur, quand on est spectateur ou qu'on soit journaliste, par rapport à toi qui vis tous les jours de l'intérieur un match, quelle est la différence fondamentalement? C'est un peu le problème qu'on peut rencontrer avec les médias, c'est que finalement, les médias attribuent des cotes aux joueurs, des cotes à l'entraîneur, débattent sur ce qu'ils ont vu, et c'est leur droit, bien entendu. Mais sans bien savoir quelle était la tactique prônée, quelle était la tâche individuelle de chaque joueur. Et donc, peut-être que ça correspond à ce que l'entraîneur a demandé, mais la personne extérieure va l'interpréter à sa manière. Parce que finalement, il verra le match comme il veut le voir. Celui qui regarde le match l'a déjà un peu préparé dans sa tête. Le spectateur, il se dit « Ah, je vais voir un spectacle, ceci ». Il a des a priori, ou plutôt, il est plus supporter d'une équipe ou l'autre. L'entraîneur se doit d'être plus rationnel tout en étant passionné. On a préparé un plan de jeu, et puis je dirais que le travail doit être fait majoritairement avant le match. Je pense que si on n'a pas donné les consignes nécessaires et qu'on doit à ce moment-là intervenir à tout moment dans le match, ce n'est pas non plus, je trouve, la bonne chose. Par contre, on doit s'adapter et réagir en fonction des circonstances de match, et ça aussi, ça se prépare. Moi, par ligne, en fonction des changements éventuels, de la méforme d'un joueur, je sais dans mes substituts qui je vais appeler, qui je ne vais pas appeler, et en fonction des circonstances de match. Mais il est clair que, je le répète, nous on vit un match en étant finalement scénariste du match,
sans pour ça toujours avoir la qualité du film qu'on veut, hein, soyons C'est bien sûr, d'accord. c'est sûr. Et un spectateur le vit avec passion, une passion d'autant plus grande qu'il est supporter d'une équipe ou l'autre. Voilà. Tu as entraîné, tu as travaillé pour des académies de jeunes et puis tu es maintenant donc entraîneur au Cercle de Bruges en Division 2. Quelle est la fondamentale différence entre entraîner des jeunes et entraîner des pros? D'abord, j'ai entraîné majoritairement des pros, ou plutôt des adultes. Donc, j'ai eu un passage à l'étranger quand je suis allé à Aspire Academy, et là on parlait plus d'une académie. Donc on a dû développer un programme concernant le football, toujours en vue de cette fameuse Coupe du Monde. Donc, partager ces idées avec d'autres entraîneurs européens pour pouvoir établir un programme. Donc ça, c'était plus mon implication au niveau d'une académie. Et même si j'aime intégrer des jeunes dans une équipe première, j'ai commencé par des adultes. C'est pas tout à fait la même chose, bien entendu, parce que forcément, avec une équipe 1, une équipe première, il y a la notion du résultat qui est bien plus importante, qui devrait en ça être complètement différente des équipes de jeunes, où là, on doit, bien sûr, la crédibilité passe par les résultats, mais je pense que le principal travail des entraîneurs, des éducateurs, c'est de pouvoir développer chaque individu et de le mettre à son meilleur niveau, sachant que ça passe par des vertus collectives, que ça passe par... Mais voilà, c'est fondamentalement différent comme objectif. D'accord. Mais ce qui est pour moi la même chose des deux côtés, c'est que le résultat doit être la conséquence du travail et pas l'unique objectif à court terme. Voilà. D'accord. Comment est-ce que enfin toi, mais d'une manière générale, comment est-ce qu'on dirige un entraînement? Je pense que d'abord, dans la conception, et ça dépend encore une fois des pays, parce qu'en Angleterre, on a un staff très élargi. Quand j'ai travaillé là-bas, j'avais pratiquement 8 personnes, 3 adjoints, 2 préparateurs physiques. Donc finalement, on gère d'abord une équipe, une petite, pour pouvoir diriger alors le noyau. Donc je pense, et ça vaut aussi en Belgique ou ailleurs, parce qu'on n'est jamais seul. Et je pense que pour ce travail-là, pour pouvoir diriger, je dirais, le noyau, il faut partager, déléguer et avoir confiance dans ses collaborateurs et que chacun ait des tâches bien précises. Et après, en tant que principal, je le répète, ça dépend un peu de la mentalité. En Angleterre, on parle plus du manager qui vient sur le terrain, qui fait les remarques qu'il faut, mais qui a un regard un peu extérieur par rapport à l'entraînement. Il y en a d'ailleurs certains qui vont même sur le terrain uniquement les 2 derniers jours de la semaine. Ça, je ne pourrais pas faire. Et donc, en fait, on a dessiné un plan d'entraînement, on sait ce qu'on veut, et on intervient quand il faut, mais je le répète, on est encadré, donc il y a aussi les adjoints qui ont leur part du travail, tout simplement parce que si on veut avoir un regard le plus neutre possible, il y a aussi besoin parfois de prendre un peu de recul. Mais après, je pense que quand on est passionné, on ne sait pas rester sans prendre part à l'entraînement. Justement, j'allais y venir. Est-ce qu'un bon entraîneur, c'est nécessairement dans la gestion de son groupe, un entraîneur qui va quand même aller installer une petite distance, un petit recul avec ses joueurs? Moi, je dirais, si je peux donner un conseil aux entraîneurs, il y a une qualité qu'il ne faut jamais oublier, c'est rester soi-même. On peut et on doit regarder ce qui se passe un peu partout, et en fonction de ce qu'on remarque sur le comportement, sur le succès, sur la non-réussite ou la réussite, eh bien, on ira glaner un petit peu des choses un peu partout, mais ça doit nous ressembler. Si ce n'est pas vraiment dans notre tempérament, on va être faux. C'est comme quand on veut mettre les vêtements d'un autre. Ça ne va pas. Voilà, rares sont les cas où on peut trouver exactement sa taille. Donc, moi, je conseille ça parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Et je pense qu'il y en a qui n'ont pas besoin de crier pour avoir de l'autorité, d'autres qui ont besoin. Et toi? Et je pense que je n'ai pas nécessairement besoin. Je pense que mon regard souvent en dit long. Et puis il faut le faire quand il faut le faire, mais bon, la société a évolué aussi. Soyons clairs. Je pense que là aussi, il faut être soi-même. Si on a besoin de montrer que ça ne plaît pas, ou que, bien sûr, il faut le faire. On gère un groupe qui est avant tout avec des égos différents, avec des individus, ça dit bien ce que ça veut dire, l'individualisme qui pense d'abord à sa carrière, ce qui est en soi normal. Mais je dirais que
voilà, il n'y a pas de mode. Et si je peux prendre un exemple, ça me fait toujours un peu marrer parce que en fonction des périodes et des réussites, on dit oui, mais tu as vu cet entraîneur-là, tu as vu cet entraîneur-là. Quand l'Espagne gagnait tout, eh bien, on trouvait remarquable le calme de l'entraîneur espagnol. En 2014, c'était Simeone. Voilà. Non, de l'Espagne. Oui, mais en 2014, après, il y a eu la hype Atlético, et puis ça a été Simeone. Après, on a vu l'Allemagne aussi, où on disait Joachim Löw, ben, voilà, le boulot est fait, etc. Et puis alors, on voit Conte, qui est tout à fait différent. Hein, et on voit, comme tu dis très bien, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, qui sont là, qui vivent le match, et on se dit, ben, c'est comme ça qu'il faut être. Non, je pense qu'il y a place pour les deux personnages. Et même pour plusieurs types de personnalités. Je pense que c'est pas le fait qu'on saute au bord du terrain ou pas, puisque d'un côté on dit il a préparé son match, on pourrait dire tiens, il l'a pas préparé assez. Non, il est passionné, il vit son match, il vit les choses. Donc restez vous-même. L'important c'est d'avoir ce pouvoir de transmettre les idées et puis de faire en sorte qu'un groupe soit suffisamment réceptif. La grande qualité d'Antonio Conte et de Simeone, c'est ce côté émotionnel, ce côté sentiment. Toi, dans ton coaching, dans ta manière d'être en tant qu'entraîneur, quelle place tu accordes à l'émotionnel? Ben, je pense que l'émotionnel, je veux dire, est peut-être, c'est la chose qui différencie justement le football de tout autre métier. Et le métier d'entraîneur. Je ne parle pas des autres sports collectifs où l'émotionnel. Mais je dirais entre un entraîneur d'un sport collectif et un travail normal, c'est ça justement, c'est l'émotion. Et l'émotion, elle vous concerne en tant qu'entraîneur, elle concerne les joueurs et elle leur permet soit de bien s'exprimer ou de mal s'exprimer. Et puis elle concerne aussi, je dirais, les supporters en général. Et ce côté émotionnel, il faut pouvoir le drainer. Il faut pouvoir faire avec et faire en sorte qu'il s'exprime au mieux. Moi, personnellement, je le répète, je suis comme je suis et voilà, je réagis aussi, je fulmine parfois à l'intérieur, j'attends le bon moment pour dire les choses, mais j'estime que je vis mon match aussi, voilà. C'est important de doser l'émotionnel parce qu'il faut savoir se faire respecter de son groupe. Comment est-ce que tu arrives, toi, à te faire respecter de ton groupe? Quelles sont tes astuces? Je disais justement que les époques ont changé. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé comme joueur, à la limite, l'entraîneur m'aurait demandé, et c'est déjà arrivé, de prendre mon partenaire sur mon dos et de faire 5 largeurs. On n'aurait même pas cherché à savoir pourquoi ce qu'on travaillait dans ce cas-là. Bon, après, il est clair que l'ouverture, les médias, tout ce qu'on peut lire sur les entraînements, sur les entraîneurs, toute l'expression même qui est accessible par toutes les personnes font qu'aujourd'hui, tout le monde a son avis sur tout. Ouais. Et donc, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir convaincre, c'est de pouvoir dire c'est ça la direction, et de pouvoir aussi forcément avoir des discussions, avoir l'expression du joueur. Il doit aussi s'exprimer sur le fait qu'il pense ou qu'il ne pense pas, parce qu'en finalité, il doit comprendre que c'est le mieux pour nous, je parle pour le collectif. Donc voilà, je pense que l'autorité vient déjà de ce qu'on veut mettre en place, comment on l'explique, et ce qu'on fait au quotidien. Donc, je parlerai plus de crédibilité que d'autorité. D'accord. Aujourd'hui, je le répète, les époques ont changé. Et quand vous mettez un pied dans un vestiaire, eh bien, la première chose que les joueurs font, c'est essayer de savoir qui vous êtes. Ouais. Voilà. Avant d'écouter quelles seront les consignes. Et après, bon, ben voilà, chacun a sa personnalité. J'ai la mienne. J'essaye toujours de faire en sorte, en tous les cas, d'être compris et forcément d'être suivi. Après, comme je dis toujours, j'aime partir d'un sentiment de confiance parce que c'est difficile de faire sans, mais je n'admettrai jamais qu'un individu, en l'occurrence un joueur, se mette en travers du bien collectif. Voilà. À quel moment, parce que évidemment, José, tu as connu de très belles époques, mais il y a aussi eu des moments un peu plus difficiles, mais c'est normal, dans la carrière de tout entraîneur, c'est comme ça. À quel moment tu sens que ton groupe t'échappe? Moi, je dirais, tu ne le sens pas toujours directement. Mais quand tu te poses des questions, c'est déjà mauvais. Et puis, les problèmes ne sont pas toujours venus, même rarement venus des joueurs, finalement. C'est plutôt de l'entourage. Je parle en ce qui me concerne. Ouais. C'est plutôt d'autres forces que le groupe joueur en lui-même.
que ce soit, je répète, les médias, que ce soit en interne dans tous les clubs, parce qu'il y a toujours dans tous les clubs une petite guéguerre de pouvoir, comme tu le sais. Oui. Voilà, moi c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Alors il arrive parfois que tu te poses des questions qui sont légitimes ou pas. Hein. Tu as le sentiment à un moment donné que pourquoi il me fait ça alors que non, parfois il n'y arrive pas vraiment. Et il faut toujours discerner aussi le. Et puis voilà, on peut passer à côté d'un match aussi. C'est pas pour ça qu'il y a nécessairement, je dirais, un non-vouloir. Voilà. Mais moi j'ai eu la chance en fait de connaître beaucoup de choses et de commencer. Je suis un self-made man. C'est beau ça. J'ai pas eu la chance d'être réellement inspiré par des entraîneurs parce que simplement que j'ai eu un parcours qui m'a amené à un certain niveau. Et donc voilà, et mon père a décidé que les études étaient primordiales d'abord, aucun regret. Et puis j'ai commencé aussi au battre l'échelle en tant qu'entraîneur. Donc j'ai cette faculté aujourd'hui de m'entraîner dans le plus beau centre du monde parce que j'en ai connu en travaillant à Milan, en travaillant à Aspire Academy, en travaillant au Standard, qui est un outil formidable. Et en allant visiter d'autres et travailler dans d'autres circonstances, j'ai la faculté aujourd'hui de pouvoir entraîner peut-être sur un petit terrain de 15 sur 15 ou dans les plus belles installations. J'ai fait mes armes là. Et je pense qu'on apprend beaucoup aussi, on contacte des gens. Moi, j'ai toujours une chose que j'aime répéter. J'aime savoir qui est l'homme derrière le joueur. Parce que je trouve qu'on obtient plus du joueur quand on connaît la personne. Et ça, parfois, cette communication, parce qu'on est dans le travail, parce qu'on est focalisé sur le détail, sur l'analyse, ceci. Je pense que la gestion du vestiaire, j'ai parfois fait l'erreur, est parfois plus importante. Et à ce moment-là, quand tu fais cette erreur en tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant que José Riga, là on fait abstraction de l'entraîneur, comment tu te sens? Par définition, je me sens responsable. Mais tout le temps, pratiquement tout le temps. C'est même parfois trop. Mais c'est dans ma personnalité. Donc voilà, quand il y a échec, je me dis qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, C'est aussi la partie, je pense, normale et inhérente d'un coach, puisque un coach en finalité, qu'est-ce qu'il est? C'est un réducteur d'incertitude. Donc on n'est que ça. Parce qu'après, il y a le match, il y a le déroulé du match, les circonstances de match, l'arbitre. Voilà, j'aime penser que l'arbitre ne peut pas avoir d'influence, et je le pense réellement sur le moyen et long terme. Voilà, tu as une équipe qui tient la route ou qui ne tient pas la route. Oui. Maintenant, sur certains faits de match, l'arbitrage ou simplement la qualité de l'adversaire, la réussite, parce qu'il y a cette part de réussite. Mais j'estime qu'au final, j'aime pas le mot tout s'équilibre, parce qu'on ne parle pas d'équilibre ici, mais je dirais que en finalité, il faut toujours essayer de maîtriser le plus possible. Et comme je dis, de réduire, c'est une simple expression, ce qui n'est pas toujours évident, les incertitudes de match. On va parler un peu tactique maintenant. Est-ce qu'un dispositif tactique, par essence même, c'est quelque chose de fixe, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on pense fixe, mais qui en fait est tout à fait modulable sur le terrain et qui peut changer à tout moment? Moi, je pars du principe qu'avant d'avoir un système tactique, il faut avoir une philosophie de jeu. Et que c'est l'animation offensive, défensive, qui prime avant le dispositif. Ce que j'aime faire, c'est regarder forcément, en fonction du potentiel joueur, dans quel dispositif nous serons le plus performants. Mais à côté de ça, des circonstances de match peuvent imposer, et ça arrive tout le temps, pas tout le temps, mais souvent, de changer de dispositif. Voilà, tu dois recoller au score, il faut apporter une modification. Ça ne se passe pas comme tu veux, parce que l'adversaire finalement n'est pas réellement positionné. Tu te dis, on va essayer autre chose. Mais l'idée de base doit rester. C'est pour ça que j'aime aussi, par moments, travailler à travers des petites oppositions, différentes formes. Et je pense qu'il faut que les joueurs comprennent la nature de chaque poste. Mais ça doit même être fait avant d'arriver, évidemment, dans le groupe pro. D'accord. Tu te souviens je vais te parler d'une demi-finale de Ligue des Champions 2010, demi-finale retour au Camp Nou. On est donc à ce moment-là, c'est Barcelone-Inter. Et José Mourinho prend une décision. Il décide de mettre un attaquant de pointe au poste de back gauche, Samuel Eto'o. Comment, quand on est entraîneur de football, à ce moment-là, on arrive à faire qu'un joueur qui a l'ego d'Eto'o se sacrifie pour le groupe?
Je pense que Mourinho est un peu passé maître en la matière, hein, certainement, dans le fait de faire adhérer un groupe à, je dirais, une mission collective, parce qu'on parle de ça. Et donc, forcément, quand tu arrives à la Terre, que tu as cette année-là gagné les autres compétitions presque, parce que je pense qu'il a tout gagné sur une année, et que tu arrives en finale de Ligue des Champions, je crois que forcément, la crédibilité de Mourinho est maximale par ses résultats, et que quelque part, l'enjeu et la finale et le résultat final eh bien, dépasse l'ego individuel. Mais encore une fois, c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui s'est imposé ses vues, qui est passé maître dans l'art de la persuasion. Et donc, voilà, il a certainement trouvé les mots. Et puis, après, il faut que ça fonctionne sur le terrain, parce que trouver les mots, si après 20 minutes, ça ne fonctionne pas et que personne n'y trouve son compte, il faudra peut-être changer son fusil d'épaule. Donc, il a eu à convaincre Eto'o, mais je pense qu'il a eu à convaincre tout le groupe, comme on doit toujours convaincre tout le groupe de l'option qu'on prend. Donc, voilà. Je pense que c'est appuyé sur une crédibilité plus que certaine avec ce qu'il avait fait. Ouais. Et puis finalement, voilà, il a eu le côté persuasif, comme on peut l'être, parce qu'il avait les arguments. Parce que sans argument, tu ne vas pas demander à quelqu'un de faire quelque chose uniquement. Donc voilà. Et puis après, ben, certainement, a-t-il fait comprendre à Eto'o que tout le monde en parlera encore X années après de ce sacrifice, mais qui est finalement un sacrifice pour le collectif. Mais est-ce que ça, c'est pas non plus l'image la plus importante de notre football, c'est-à-dire que l'aspect psychologique, l'aspect psychique, l'aspect persuasif du football, et dans la communication qu'a par exemple un entraîneur avec ses joueurs, est-ce que c'est pas plus important que tout le reste en fait? La tactique, la concentration, les supporters. Je pense que en fait, c'est l'élément fédérateur. Donc, j'ai presque envie de dire, peu importe la tactique que tu utilises, bon, il ne faut pas aller à l'encontre du bon sens en fonction des joueurs dont tu disposes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et en fonction de l'adversaire, en fonction des circonstances, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent imposer une manière d'être sur un match précis, surtout quand on parle de finale. Mais il est clair que l'élément fédérateur, le ciment de tout ça, c'est ça, comme tu dis, le sens de la communication, le sens de la persuasion, le sens de pouvoir mettre en évidence les avantages qu'on a de prendre cette option à la fois collective et individuelle. Parce que sans ça, je crois que tu peux être le meilleur tacticien. D'ailleurs, l'exemple est courant. On parle de Mourinho, il a son éternel adjoint, Di Faria, avec lui. Oui, c'est vrai. Bon, Jürgen Klopp a amené son adjoint, et souvent la réflexion, enfin, la plupart du temps, on dit, oui, mais finalement, c'est l'adjoint qui réfléchit et c'est lui qui met en musique. Pourquoi? Parce que c'est lui qui met en musique, parce que peut-être il a plus de charisme, de communication et est plus à même d'eux. On ne le souligne pas assez, ça, l'importance de l'adjoint pour un entraîneur. C'est primordial, je le répète, parce que voilà, il y a un staff qui doit s'occuper et connaître. Et c'est là que encore une fois, je reviens sur le fait de connaître la personne tout autant que l'entraîneur est important. Parce qu'il faut savoir que le côté émotionnel du football vous fait vivre des situations qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et donc se connaître son collègue finalement est important. Ben oui, c'est sûr. Est-ce que tu leur parles beaucoup, toi, tes joueurs, d'une manière générale, ou est-ce que tu leur as déjà beaucoup parlé? La communication, ou est-ce que tu sais qu'il y a certains joueurs avec lesquels il vaut mieux ne pas parler, ou d'autres ou avec lesquels justement il vaut mieux parler un petit peu moins? Oui, mais c'est vrai, il n'y a pas une règle générale. Encore une fois, par la diversité des joueurs, il n'y a pas de règle générale. Ça, forcément. Maintenant, je dirais que bon, parler est bien, parce que voilà, il faut connaître la personne, il faut trop parler, on ne t'écoute plus. Donc, c'est du bruit. Bah, oui, en fait, je pense que parler a un pouvoir nettement inférieur que montrer, et encore inférieur à démontrer. Donc finalement, la meilleure communication, la meilleure parole, c'est ce que tu fais sur le terrain, ou ce que tu parviens à démontrer, parfois par le visuel. Les images sont bien plus persuasives qu'un long discours. Donc voilà, mais il faut jouer avec le tout. Et surtout, il faut avoir au départ
de la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, parce que ça c'est le plus important. Ouais. Je pense qu'un bon entraîneur, et je ne parle pas de moi, parce que je considère que j'ai encore beaucoup à apprendre et j'apprends tous les jours, donc je ne me considère pas meilleur ni moins bon, parce qu'encore une fois... Tu adoptes la philosophie de Socrate. Oui, oui, et puis je me dis ceci, c'est que finalement, on vit tous les mêmes expériences, mais on n'a pas nécessairement les mêmes solutions. Et le succès peut venir de différentes solutions. Et heureusement, en tant qu'entraîneur, on est aussi, je dirais, divers que chaque individu. On a chacun sa personnalité, j'y reviens. Donc voilà, moi je dis encore une fois, il faut essayer d'être crédible à travers de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Un entraîneur, il doit être loyal, il doit être juste, et c'est peut-être une des tâches les plus difficiles, c'est être juste, dans le sens où tout joueur est important dans le noyau, il ne faut en oublier aucun, mais parfois, malheureusement, bien, la situation fait que, voilà, il y a peut-être une attention particulière qu'on n'a pas et qu'on devrait avoir. Pour arriver au succès, en tous les cas, il faut cumuler plusieurs choses. Voilà. Parlons du succès. Quels sont les moments les plus jouissifs quand on est entraîneur de football? Oui, par définition, les titres. J'ai eu la chance de connaître ça. Pas au plus haut niveau, ça j'aimerais encore, mais au niveau suivant. Un match parfaitement négocié, parfaitement réussi. Ou à l'inverse, un match où on a vraiment du mal, mais où finalité, parce que c'est la seule statistique qui compte en finalité, le résultat final nous est favorable. Je te parle d'un moment où tu te dis « Yes, on l'a fait !» quoi. Tu vois? Ouais. Bah, comme je l'ai dit, moi j'ai commencé là, donc au fur et à mesure des échelons, bah, j'ai connu des situations, donc des titres qui me permettaient de gravir une division. Et puis alors, j'ai eu la chance avec le Standard de connaître l'Europe. Et donc ça, c'est quand même aussi quelque chose de très, très, très valorisant. Je l'ai connu en tant qu'adjoint, je l'ai connu en tant qu'entraîneur. Je pense que c'est à la fin, quoi, quand ton plan de jeu a fonctionné, quand tu as eu à la fois le plan de jeu, l'adhésion des joueurs et voilà, cette façon de penser le collectif, et parfois ton plan de jeu fonctionne à moitié, mais simplement parce que tu y crois et que tu le veux. Chaque fin de match réussi est en soi, voilà, une satisfaction, parce que toute la semaine, tu prépares ça. Tu prépares 7 heures, plus qu'ennemi, mais 35. Mais c'est jamais long. Je veux dire, tu es content, tu arrives dans le vestiaire, mais dans presque la demi-heure qui suit, tu penses au match suivant, tu penses à ce qui était bien ou moins bien. Donc voilà, c'est jamais long, mais c'est profond. Tu as un mot à ajouter, José? Non, simplement que j'espère que les gens voient à travers mes commentaires que c'est à la fois un métier compliqué, mais c'est tellement un beau métier. Et je pense que c'est par aussi le caractère humain des choses. Voilà, quand on parvient à réunir tout le monde autour de la bonne cause qui est sportive, qui est résultat, et qu'on y arrive, ben voilà, il n'y a pas meilleure thérapie ou en tous les cas meilleur plaisir. Merci beaucoup pour cette conversation. Pas de problème. Ça fait plaisir.